Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Impact consacré au financement de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, un consensus semble s'établir sur le manque de moyens dont pâtissent les universités en France et qui contribue à les reléguer en queue de peloton des grands classements internationaux. Dans un contexte d'endettement public massif, la question se pose donc de savoir si, en plus des financements publics, il faudrait avoir recours à des financements privés pour permettre aux universités d'être plus performantes dans la compétition mondiale. Ainsi, quel rôle peuvent jouer les entreprises dans le financement de l'enseignement supérieur et de la recherche et selon quelles modalités? Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants Pierre-André Chiappori, qui est professeur d'économie à l'Université de Columbia à New York et qui est l'auteur pour l'Institut de l'entreprise d'un rapport consacré au rôle des entreprises dans le financement de l'enseignement supérieur. Impact, c'est tout de suite. Pierre-André Chiappori, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Columbia à New York depuis 2004. Vous avez été avant cela professeur dans plusieurs universités en France, mais aussi à l'étranger. Vous êtes l'auteur pour l'Institut de l'entreprise d'une étude consacrée au rôle des entreprises dans le financement de l'enseignement supérieur en France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Le point de départ, l'un des points de départ de votre étude, c'est la constatation d'une perte de vitesse, d'un retard important de la recherche en France. Sur quels indicateurs est-ce que vous vous fondez pour établir ce constat, Pierre-André Chiappori? Bien, l'électrochoc, ça a été le classement de Shanghai qui est apparu il y a quelques années et on s'est aperçu d'un coup que la meilleure université française dépassait difficilement la 40e place. Il y avait 4 universités britanniques devant, il y avait les universités japonaises, universités suisses, et puis il y avait une trentaine d'universités américaines, dont celles que tout le monde connaît, Harvard, Stanford, etc., mais aussi des universités que personne ne connaît. L'université d'Illinois à Urbana-Champaign, par exemple. Alors, les classements valent ceux qui veulent. Je suis allé faire un tour du côté des prix Nobel en laissant des 10 dernières années, en laissant de côté la paix et la littérature qui ne sont pas dans une logique de recherche, et j'ai constaté que sur 97 lauréats, 66 étaient en poste dans des universités américaines. Ils n'étaient pas nécessairement américains, mais ils venaient d'universités américaines. On peut vous opposer que les médailles Fields, les 2 derniers lauréats de la médaille Fields, sorte de prix Nobel, équivalent de prix Nobel pour les mathématiques, sont français. Absolument. Donc dans certaines disciplines, en maths, en physique, peut-être en médecine, la recherche française ne se porte finalement pas si mal. Est-ce que c'est pas un mythe, ce constat d'une dégradation lente de la recherche en France? Alors, non, je ne pense pas que ce soit un mythe. Les mathématiques sont à mettre à part, mais vous parlez de la médecine, de la physique, etc. En regard des 66 lauréats américains, il y a 4 lauréats français. Et encore, j'aurais fait ce rapport un an avant, il n'y en aurait que 2, puisqu'on a eu 2 prix Nobel de médecine récemment. Le monde anglo-saxon représente en gros 7% de la population mondiale et plus des 3/4 des prix Nobel. Les mathématiques sont un cas à part, pour différentes raisons. D'une part, parce qu'il y a une tradition d'excellence qui date de plusieurs siècles, et d'autre part, parce qu'il y a des institutions qui se sont développées, qui jouent un rôle, on pourra revenir là-dessus. Notamment, et peut-être aussi parce que les maths ne requièrent que finalement peu de capital et peu d'argent. Et par ailleurs, c'est ça, c'est pas le domaine dans lequel les différences de moyens financiers ont le plus grand impact. Mais même en maths, on a eu 6 médailles Fields depuis 1974, autant que les Russes et beaucoup plus que les Américains. Mais si on regarde l'endroit où ces médailles Fields sont maintenant, il y en a plus en Amérique qu'en France. C'est ce qu'on appelle l'expatriation scientifique. C'est ce qu'on appelle l'expatriation, oui. Le constat que vous faites à propos de la recherche, est-ce que vous le faites aussi pour l'enseignement supérieur? Je veux dire par là que en France, peut-être qu'on découvre moins bien ou moins qu'ailleurs, mais à tout le moins, si j'ose dire, est-ce qu'on forme mieux qu'ailleurs? Écoutez, d'abord, vous avez raison de distinguer ces 2 aspects parce qu'ils sont liés intrinsèquement au sens où les endroits où on fait de la recherche et les endroits aussi où on fait de l'enseignement supérieur. Mais d'un autre côté, c'est des questions d'endroits différentes. C'est très difficile de comparer les performances en termes de qualité de l'enseignement supérieur d'un pays à l'autre, mais mon sentiment, qui est nourri surtout des discussions que j'ai eues avec des collègues des 2 côtés de l'Atlantique et de la Manche, c'est que les ingénieurs, les médecins, les avocats français formés par le système français ne sont pas inférieurs à leurs homologues étrangers. Donc on forme plutôt bien. On forme toujours bien. Avec des faiblesses, avec des forces, mais je pense que la grosse différence se fait au niveau de la recherche. Vous dites dans votre étude que le problème principal de la recherche, de notre système universitaire de façon plus générale, c'est le manque de moyens. Selon vos mots, un manque considérable de moyens. Et que c'est ça qui est à l'origine de la perte de vitesse de la recherche. Mais ce manque de moyens, est-ce qu'on peut le quantifier, l'estimer? Est-ce qu'il y a un chiffre? Combien ça pèse, ce manque de moyens? D'habitude, le chiffre qu'on retient, c'est des budgets des universités ramenés au nombre d'étudiants. Alors, par exemple? Alors,
En France, c'est de l'ordre de 10 000 euros par étudiant et par an. Ça a augmenté Dans une université comme Orsay, moyenne. comme Cergy. Dans les grandes universités, Pierre et Marie Curie, etc., c'est un peu plus. Ça peut monter jusqu'à 14 000 15 000. Et si on tient compte des laboratoires CNRS implantés qui ne sont pas dans le budget, etc., enfin, on peut monter jusqu'à 20 000. Et aux États-Unis, en comparaison? Alors, la moyenne des universités publiques, ça serait de l'ordre de 30 000 $, 35 000 $, donc c'est comparable, c'est un peu plus. La moyenne des universités privées, ça serait de l'ordre de 60 000 $. Par étudiant et par an. Mais si vous prenez le petit nombre de très grandes universités privées qui sont classifiées par les Américains eux-mêmes comme universités à très haut niveau de recherche. Alors, par exemple, Princeton, Stanford, Harvard, qui sont des universités privées. Qui sont des universités privées, mais dans le classement des très grandes universités de recherche, il y a aussi des universités publiques. Il y a Berkeley, il y a UCLA, etc. Alors là, le rapport est plutôt de 1 à 5, voire de 1 à 8. Ça veut dire qu'en matière de recherche, les universités françaises essayent de jouer la Coupe d'Europe avec un budget de deuxième division. Et ça, c'est la réalité. 18 milliards d'euros dans le cadre du grand emprunt consacré à l'enseignement supérieur et la recherche. Je crois que c'est le chiffre qui est communément admis, enfin 10 milliards et 7 milliards et demi, recherche enseignement supérieur. Bon, c'est tout de même assez important comme flux financier. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a saupoudrage et qu'il y a encore sous-financement de la recherche et de l'enseignement supérieur en France? Alors d'abord, je vais vous dire du bien du grand emprunt, parce que ça fait 30 ans qu'on attendait que les problèmes de la recherche soient pris sérieusement. On a l'impression que maintenant c'est le cas. Deuxièmement, donc la somme est intéressante, les modalités sont intéressantes parce qu'il n'y a pas eu saupoudrage. Au contraire, il y a eu une volonté explicite de privilégier des sites d'excellence. Et ça, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Le pire ennemi du financement de la recherche, et je parle de la recherche, l'enseignement supérieur est une logique différente, mais du financement de la recherche au cours des 30 dernières années, ça a été cette tendance au saupoudrage. Or, dans la recherche, qui est une activité extrêmement élitiste, il faut concentrer les moyens sur un petit nombre d'établissements. Dites-nous pourquoi, après tout, est-ce qu'il faut plus d'argent pour chercher mieux, pour découvrir des choses? On prenait l'exemple des mathématiques où il faut finalement pas de capital, mais en physique, en biologie ou dans d'autres disciplines, pourquoi est-ce qu'il faut financer davantage la recherche? D'abord, pour faire quoi avec cet argent, concrètement? D'abord, une caractéristique de la recherche, c'est que c'est un métier dans lequel il n'y a que le premier qui gagne. Il n'y a pas de second, il n'y a pas de médaille d'argent, il n'y a pas de médaille de bronze. Si Einstein n'avait pas découvert la relativité, d'autres gens l'auraient découvert probablement dans les 5 ans qui suivent. Ces gens-là, personne ne connaît. Donc c'est hyper élitiste comme logique. C'est complètement élitiste, vous êtes premier ou vous n'existez pas. Donc ça appelle à une logique de concentration des moyens, parce que si vous saupoudrez, vous avez beaucoup d'entités dont aucune n'a vraiment les moyens suffisants. En France, traditionnellement, c'est l'État qui finance l'enseignement supérieur et la recherche. Or, vous dites que non seulement l'État n'a plus les moyens de financer ce domaine-là, mais qu'en plus, ça n'est fondamentalement pas le système le plus efficace. Expliquez-nous pourquoi. Si vous prenez les universités américaines, même dans les universités publiques, le financement venu de l'État, c'est moins de la moitié. Et dans les universités privées, oui, c'est de l'ordre de 45. Et dans les universités privées, il y a un financement qui vient de l'État, mais uniquement par des contrats avec des grandes agences de recherche. Donc il n'y a rien qui ressemble à une subvention par tête d'étudiant, et ça représente un quart, un cinquième du budget. Et en matière de redistribution, la gratuité de l'enseignement supérieur est plutôt entièrement distributive. Je suis persuadé que le système français, qui ne charge aucun frais pour offrir un service à des gens, service qui de facto bénéficie surtout aux enfants issus des classes favorisées et très favorisées, est probablement moins redistributif que le système américain dans lequel il y a des frais très élevés, mais certains étudiants venus de milieux défavorisés sont complètement exonérés de ces frais. Et en fait, les gens qui viennent de milieux très favorisés, non seulement ne payent rien, mais ils reçoivent des bourses, et des bourses conséquentes de l'ordre de 15 à 20 000 $ par an. Vous préconisez d'accroître les financements privés dans l'enseignement supérieur, à l'image de ce que vous avez observé en Grande-Bretagne notamment et aux États-Unis. Mais dites-nous de quel type de financement privé il s'agit. Est-ce que ce sont les financements des ménages, ce sont des dons particuliers? Est-ce que c'est le rôle des entreprises qui est à rehausser ou mettre en valeur? Alors, c'est vraiment le cœur de la question. Donc, la première constatation, c'est que l'énorme différence de financement dont on parlait tout à l'heure entre les universités anglo-saxonnes et les universités françaises n'est pas tellement due à une intervention insuffisante de l'État en France. Commençons par regarder ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez environ un quart du budget qui vient des tuitions, c'est-à-dire des frais de scolarité. Vous avez un quart de budget, mais avec énormément de variations, ça peut aller de 8 à 40% ou à 45%, qui vient des dons.
Dons de particuliers, d'anciens élèves. Dons d'anciens élèves, dons de particuliers qui ne sont pas des anciens élèves mais qui veulent promouvoir la recherche dans un certain domaine. Et puis des dons indirects, c'est-à-dire qu'un certain nombre de philanthropes financent des fondations à leur nom. Et les fondations financent la recherche. Alors ça, c'est pas des dons, c'est des contrats de recherche. Mais par exemple, Bill Gates a investi une bonne part de sa fortune sur de la recherche sur différents thèmes, notamment la malaria. Et pour vous donner une idée des ordres de grandeur, dans mon université Columbia, il y a un ancien étudiant, à New York, oui, il y a un ancien étudiant qui est arrivé aux États-Unis dans les années 20 sans un sou et qui a réussi à faire des études parce qu'il a eu des bourses de Columbia. Il a fait fortune. Et pour remercier son alma mater, il a décidé de faire un don sur sa fortune personnelle, et un don de 400 millions. Donc il y a 3 ans, l'université a reçu un engagement de don de 400 millions. Et que fait l'université en échange de ce don? Est-ce qu'elle doit baptiser des bâtiments au nom du donateur? Est-ce qu'elle doit orienter des programmes de recherche, comme le souhaite le donateur? Est-ce qu'il y a une contrepartie exigible? Alors, ça dépend des cas. Vous voyez, c'est le risque de marchandisation de la recherche et je pense que c'est un vrai risque. Je pense que c'est quelque chose. C'est un débat qu'il ne faut pas éviter. Alors, dans le cas particulier de John Klug et de Columbia, il a spécifié que cet argent devait aller pour financer des bourses pour les étudiants nécessiteux. Donc ça, c'était... un autre exemple, c'est qu'à Chicago, un dénommé John Booth a donné son argent spécifiquement à la business school, et du coup, la business school entière est rebaptisée, maintenant s'appelle Booth School of Economics. Alors maintenant, ce à quoi vous faites allusion, c'est des questions d'indépendance scientifique. C'est-à-dire, dans quelle mesure le donateur peut-il intervenir sur l'utilisation de cet argent? Et là, les règles sont très claires, et elles ont été établies avec le temps, hein, mais c'est un système qui existe depuis 200 ans, plus pour certaines universités. D'une part, le donateur a parfaitement le droit de spécifier le domaine auquel la discipline, voire même un domaine spécifique. Par exemple, il peut très bien dire je suis passionné de monnaie grecque, je voudrais créer un fonds qui permettra de financer l'étude de la numismatique grecque. Certains le font, d'autres ne le font pas. S'ils le font, on leur rendra compte, il y a ce que les Américains appellent accountability, on leur rendra compte de façon très précise de l'utilisation des fonds. Maintenant, il y a une autre question qui est, en pratique, quels universitaires embauche-t-on? Quel programme finance-t-on? Quels chercheurs? Quelle recherche? Est-ce que le donateur peut intervenir là-dessus? Il n'a jamais un mot à dire là-dessus. Pourquoi? Pour quelle raison? Qui est propre à la gouvernance? Pour des raisons d'indépendance scientifique. C'est-à-dire, il est clair pour tout le monde, et ça les Américains l'ont compris mieux que n'importe qui, que laisser des non-universitaires s'ingérer dans le choix des scientifiques particuliers, voire même des projets particuliers, ça peut être un frein énorme à la recherche. L'école polytechnique, l'école normale supérieure, Sciences Po, ce sont des établissements publics. On ne peut pas dire qu'il manque considérablement de moyens. Est-ce que là encore, par rapport aux universités, il n'y a pas une distinction fondamentale à faire, à opérer entre grandes écoles et universités, pour le coup? Il y a 20 ans, donc quand moi j'ai fait mes études, enfin un peu plus, il y avait cette dichotomie entre universités et grandes écoles. Les universités, c'était un peu les parents pauvres, alors que les grandes écoles, traditionnellement, c'était la formation de l'élite, au moins dans certaines disciplines. Pas en droit, pas en médecine, mais certainement en matière d'économie, en matière pour former des ingénieurs, etc. Mais la particularité des grandes écoles, c'est d'une part qu'elles étaient très petites et d'autre part qu'il y avait très peu de recherche qui s'y faisait. C'est toujours le cas aujourd'hui? Ça a changé. Beaucoup moins. C'est-à-dire que maintenant, les grandes écoles essayent d'investir dans la recherche. Mais là, elles se heurtent à un problème qui est leur taille. On ne peut pas faire des investissements de recherche de la même ampleur quand on a 500 étudiants, quand on en a 10 000. Et donc, il y a toutes ces idées de regroupement, etc. Mais en tout cas, cette tradition... alors, ça a eu un effet pervers à long terme, c'est que si vous prenez les dirigeants actuels, aussi bien les dirigeants politiques que les dirigeants d'entreprise, la majorité... Ils sortent des grandes écoles. Et donc, la majorité n'ont pas eu de contact direct avec la recherche et n'ont pas cette espèce de perception de la recherche. Le cas qui me paraît tout à fait typique aux États-Unis, c'est Larry Page et Sergey Brin, qui sont les fondateurs de Google. C'est des gens qui ont fait un PhD à Stanford. Donc, ils ont passé 4 ans de college plus le temps du PhD, donc presque 10 ans dans une des meilleures universités du monde. Et là, ils ont pu voir ce qu'était la recherche. Ils ont côtoyé des chercheurs dans tous les domaines, pas seulement dans leur domaine mathématique appliqué à intelligence artificielle, mais aussi en économie. Le modèle de Google, dans lequel l'argent vient des annonces faites de façon latérale, c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible s'ils n'avaient pas rencontré à Stanford quelques-uns des meilleurs économistes de la profession. Et ce qui est gênant, c'est que si ça ne peut pas arriver en France, à ce moment-là, on se prive des fondateurs de Google. Comment on peut corriger ou agir sur ce problème culturel, selon vous?
Ce que je remarque, ça c'est une note d'optimisme, c'est qu'on est en train de bouger. C'est que de plus en plus, il y a des rapprochements entre universités et centres de recherche. Il y a depuis longtemps, je n'ai presque envie de dire depuis toujours, des rapprochements techniques sur des projets communs. Ça, c'est quelque chose entre universités. Je donnais l'exemple de Thalès. Albert Fehr a eu le prix Nobel de physique pour des travaux qui ont été menés conjointement. Des rapprochements qui prennent quelle forme? Alors, ça peut être des laboratoires communs, ça peut être un financement de la recherche qui est partiellement financement CNRS. Cher. Alors, les chaires, c'est autre chose. Les chaires relèvent d'une logique qui, elle, est plus récente, qui est un financement direct des universités ou des établissements d'enseignement supérieur par des entreprises, mais sous une forme qui s'approche plus du mécénat. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... On fait de la recherche ensemble, on travaille sur les mêmes problèmes, et le cas échéant, on partagera l'argent des brevets. C'est plus, nous voulons favoriser la recherche dans un domaine et nous sommes prêts à... vous parliez des chaires. Un des modèles, c'est ce qu'on appelle la chaire à la française, qui n'a rien à voir avec les chaires à l'américaine. Donc c'est quoi une chaire à la française? C'est une entreprise qui finance directement? Les chaires à la française, c'est des financements courts. C'est typiquement une entreprise ou une fédération qui va signer un accord de financement à court terme avec une université, une grande école ou un organisme de recherche portant sur un sujet précis. Ce qui est très particulier, c'est que c'est des financements courts. C'est 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans, le cas échéant renouvelable. Et on va avoir une contribution, je ne sais pas, d'1 million d'euros par an pendant 3 ans. Alors, la levée de fonds se systématise dans un certain nombre d'universités françaises. Est-ce qu'on peut quantifier est-ce qu'il y a des résultats qui permettent de faire un premier bilan dans le sillage de la loi LRU, de cette capacité des universités à lever de l'argent? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour aller encore plus loin, pour lever plus d'argent, financement privé donc? Alors, d'abord le bilan. C'était l'une des motivations de ce rapport, c'est que la loi LRU a rendu possible le financement, elle a supprimé un certain nombre d'obstacles institutionnels, elle a permis la création d'une part de fondations d'universités, d'autre part de fondations d'entreprises. Donc du point de vue institutionnel, maintenant c'est faisable et c'est même plutôt facile. Mais si vous regardez, donc les structures existent, mais si vous regardez les montants, parce que votre question c'est sur les montants, on essaye de faire un bilan de la loi LRU. En gros, le montant recueilli par les universités depuis sur les 3 ans, c'est de l'ordre de 70, peut-être 80 millions d'euros. Pour toutes les universités? Pour l'ensemble des universités sur un total de 3 ans. Alors je ne parle pas des grandes écoles, donc il faudrait rajouter Sciences Po. Là on parle uniquement des universités. Mais même si on rajoute les grandes écoles HEC, Sciences Po, etc., on arrivera peut-être à un total de 250 millions. À titre d'indication, la seule université de Stanford lève quelque chose comme 600 millions par an. Et le total des dons au système universitaire aux États-Unis, c'est plusieurs dizaines. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour permettre aux universités d'aller plus loin en matière de fundraising, de levée de fonds? Ce qu'on a essayé de faire dans le rapport, c'est d'essayer de parler avec des chefs d'entreprise et avec des dirigeants de grandes écoles et d'universités en leur demandant, mais finalement, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on aille plus loin. Il y a 2 modèles. On parlait du modèle de la chaire, qui est un modèle dans lequel on signe un contrat, on signe un PAX pour 3-4 ans, et puis plus si affinité. C'est un modèle qui a très bien marché. Il y a pas mal de chaires et ça produit beaucoup de recherches. Donc il faut continuer dans cette voie-là. Quoi d'autre? Mais il y a une limite à l'utilisation des chaires, c'est que c'est des ressources courtes. Si vous êtes un patron d'université et que vous voulez avoir une politique scientifique, elle doit être de long terme. Ça doit être une politique longue. Et en pratique, vous ne pouvez pas financer une politique longue uniquement à partir de ressources courtes, contractuelles, même si elles sont renouvelables. Donc ça souligne le fait qu'un besoin important et qui va devenir, à mon avis, de plus en plus important des universités, c'est ce qu'on appelle l'endowment aux États-Unis, c'est-à-dire de construire un capital. Et au lieu d'être financé en flux par des accords contractuels un fonds, en gros, c'est un fonds comme celui d'Harvard avec 30 milliards de dollars dedans. Donc le modèle d'Harvard, il y a 30 milliards de dollars, il y a 1,5 milliard de dollars chaque année qui viennent abondent le budget. Oui, alors, Harvard est particulièrement bien doté, Princeton est particulièrement bien doté, d'autres le sont moins. Mais je pense que c'est ça le grand besoin des universités. Ça pose un problème, évidemment, c'est que pour une entreprise, s'engager dans un contrat de 3 ans, on limite les risques parce que si jamais on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'affinité, que les choses marchent mal, que ça ne va pas dans la direction, on peut s'arrêter. Quand on donne de l'argent au capital, par définition, ce capital est investi. Donc à ce moment-là, les relations de confiance et les questions de gouvernance deviennent absolument essentielles. Ça, c'est un truc c'est un problème qui est revenu souvent dans mes discussions
avec les chefs d'entreprise, qui ont une logique d'investisseurs qui disent on est tout à fait prêt à aider la recherche française, enfin pour certains d'entre eux. Malheureusement, tous n'ont pas ce langage, mais les plus éclairés diront on est prêt à aider la recherche française, mais on fait de l'investissement, on sait faire de l'investissement, c'est notre métier. Donc, on va se poser des questions, on va faire ce qu'ils appellent la due diligence. Donc, on va se poser des questions. Quel est le plan stratégique? À quoi cet argent va-t-il servir? Quelle est la vision d'avenir? Quel est le plan à 5-10 ans? Et pourra-t-on nous rendre compte de l'utilisation qui a été faite de nos fonds? Pierre-André Chiappori, qu'est-ce que vous pourriez suggérer dans le sillage de vos différentes propositions au prochain ministre de l'Enseignement supérieur pour accroître le pouvoir ou en tout cas accroître l'efficacité de la recherche en France? Beaucoup a été fait déjà. Je pense qu'il n'est pas raisonnable d'attendre des efforts budgétaires. En revanche, il faudrait des efforts de structure. Continuer dans cette direction extrêmement prometteuse de l'autonomie, mais accroître l'autonomie à la sélection des gens à l'entrée, laisser les universités choisir qui elles admettent, laisser les universités tarifer leurs services de la façon Donc plus de concurrence entre les universités d'une certaine manière. Et surtout accroître la concurrence entre universités. Le modèle anglais dont on n'a pas parlé mais qui est intéressant repose énormément sur cette idée que l'allocation des ressources, au moins en partie, va se faire sur la base des performances et des résultats. Voilà une révolution culturelle qui a commencé avec le grand emprunt mais qui pourrait changer complètement. Nous arrivons au terme de cette émission. Compte tenu de ce problème culturel important et de l'appréhension d'un certain nombre de chefs d'entreprise à l'égard de l'université et de la recherche, qu'est-ce que vous pourriez très concrètement dire aujourd'hui à un chef d'entreprise qui vous écoute pour l'inciter davantage à investir dans la recherche et dans, plus généralement, l'enseignement supérieur? Il y a deux motivations possibles. La première, c'est que l'intérêt bien compris des entreprises, c'est d'investir dans la recherche parce que ça leur donne accès à un pool de cadres et de chercheurs potentiels dont elles auront besoin, parce que c'est important d'être au courant des dernières technologies, parce que c'est excellent pour l'image, etc. Mais il y a un deuxième message. Alors, c'est un message qui est mis en avant, par exemple, par quelqu'un comme Henri de Castres. AXA a fait un énorme effort. Il a créé une fondation qui va dépenser... Fonds AXA pour la recherche. Fonds AXA pour la recherche, qui va dépenser 20 millions d'euros par an, ce qui est quand même vraiment pas rien, pour financer la recherche, et de la recherche fondamentale, pas de la recherche appliquée sur les problèmes d'AXA, dans le domaine de légitimité d'AXA, qui est le domaine du risque. Et alors, ce message auquel je suis très sensible... Donc c'est quoi? C'est la responsabilité sociale? Exactement. C'est de dire, les entreprises ont une responsabilité vis-à-vis de leurs actionnaires, etc., mais elles ont aussi une responsabilité sociale. Vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la collectivité. Le fait que la recherche française soit en régression et en perte de vitesse, c'est une question de survie pour l'économie française. On sait que la solution ne pourra pas venir seulement, ni même principalement de l'État. C'est à tout le monde de s'y mettre. Et il y a un rôle, un devoir des entreprises pour s'engager. Ce sera le mot de la fin. Pierre-André Chiappori, merci beaucoup pour cette conversation. Merci à vous. À bientôt dans Impact pour un nouvel échange.